Bien, nous parlons d'entreprise médicale depuis 48 heures. Alors là, vraiment, s'il y a un endroit, un sujet, une expertise qui est vraiment le cœur même de l'entrepreneur, c'est au-delà de l'idée, c'est ensuite faire fonctionner la machine, c'est le budget et la gestion efficace. Sauf que d'ailleurs le titre, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais gestion efficace, je trouve ça un bel enjeu. Alors je vais laisser la parole aux deux experts qui sont à côté de moi et je leur propose de se présenter avant de faire leur exposé. Ensuite, nous avons 3 quarts d'heure, donc je leur donne à chacun un quart d'heure, un point c'est tout. Et puis, au bout d'un quart d'heure, je les interromps de façon qu'il puisse y avoir les échanges qui seront nombreux, puisque vous êtes, et nous en réjouissons, nombreux. Bien, écoutez, vous m'avez assez vu pendant ce congrès. Vous savez qui je suis, Pascal Charles, vice-président de l'Union régionale des médecins libéraux d'Alsace, et initiateur et suiveur de la commission entreprise médicale. Et donc, à ce titre, effectivement, il nous a semblé utile de vous donner des outils pour la gestion d'un cabinet médical, des outils qui sont aussi des outils informatisés, automatisés, pour vous permettre de prévoir, parce que gérer, c'est prévoir. Et je pense que le meilleur conseil que vous puissiez avoir, au-delà bien sûr de l'adhésion à une association de gestion agréée, c'est le conseil de l'expert comptable. Et je vais le laisser parler, se présenter. Merci. Bonjour à tous, Stéphane Pierre, donc expert comptable. Dans cet atelier, ce qu'on va vous présenter, il y a beaucoup de jeunes ici, et le piège, lorsqu'on s'installe, c'est vous n'êtes pas formé à la finance, au budget, et on a trouvé un certain nombre de... on a défini un certain nombre de chapitres donc un certain nombre de choses, de pièges qu'il faut éviter à l'installation. Et le but de cet atelier, c'est de ne pas tout vous montrer, mais de dire attention, quand vous installez, il faut prendre des conseils. Vous avez des spécialistes autour de vous qui vous permettent de bien commencer. Parce que dans votre métier, on l'a dit pour ceux qui étaient là dans l'atelier précédent, un médecin, ça gagne de l'argent. S'il est spécialiste, ça peut gagner beaucoup d'argent. Et quand on s'installe, la première année, on se dit, chouette, on a beaucoup d'argent. On verra avec monsieur Charles qu'on a des statistiques sur les rémunérations, on vous les montrera à la fin, et vous gagnez plus d'argent qu'à l'hôpital. Alors, moi, expert comptable, le but, je dirais, quand vous installez, c'est de vous guider dès le premier jour. C'est-à-dire avant que vous posez votre plaque. Vous guider, c'est vous faire un prévisionnel, mais c'est surtout vous dire, vous conseiller peut-être sur le secteur 1, secteur 2, contrat d'accès aux soins, comment vous installer en association, tout seul, je vais dire en semi-association, je vous parlerai des modes d'exercice, je vous parlerai du financement, des cotisations sociales, donc un certain nombre de choses, je vais essayer de vous éclairer. Alors, dans cet atelier, on va parler du mode d'exercice. Quel type de structure choisir, parce que c'est des conséquences fiscales. La définition du revenu. Qu'est-ce qu'un revenu de médecin? Vous verrez, il y a différents types de revenus. Rémunération, BNC, donc bénéfices non commerciaux, des revenus, des dividendes, des revenus mobiliers, des revenus fonciers. Donc ça, on est dans le maquis fiscal. On va parler d'investissement et d'emprunt, notamment pour les spécialistes. Quand on s'installe, il y a du matériel lourd. Il y a peut-être un plateau technique à financer. On va parler des cotisations sociales. Le choix du secteur d'activité, secteur 1, secteur 2, contrat d'accès aux soins, conditionne votre taux de cotisation sociale. Puis on parlera du prévisionnel. On va vous parler du rôle des conseils. Donc ici, 2 personnes, moi expert comptable, mais aussi l'association, le centre de gestion. Ça, je vous en parlerai à la fin. Et on finira par la réalité des chiffres. Alors, le mode d'exercice, quand vous allez vous installer, généralement, un jeune médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du remplacement. Déjà, ça lui permet de voir autour de lui comment un cabinet fonctionne.
Et quand il fait du remplacement, ils ne se rendent peut-être pas toujours compte qu'il est dans une entreprise, dans une entreprise individuelle, dans un groupe. Enfin, s'il y a plusieurs médecins, évidemment, on est dans un groupe. Et vous avez ici trois grandes typologies d'exercices. Alors déjà, à titre individuel, l'entreprise individuelle, donc c'est le médecin qui est seul dans son cabinet. Le IRL, c'est la même chose, c'est une nouvelle forme d'exercice qui existe depuis la loi de 2011. Et c'est comme une entreprise individuelle, sauf que l'on ferme votre activité dans une espèce de boîte, et donc un régime fiscal particulier. La CELARL, c'est une société, c'est déjà un peu plus compliqué, et la CELAS. Donc ça, c'est plutôt adapté pour les grandes structures. Après, il y a l'exercice en groupe. En groupe, on peut toujours être tout seul, entre guillemets, quand je dis tout seul, toucher ses propres honoraires, ne pas faire de partage, mais partager les moyens. Alors comment on partage les moyens dans une SCM, Société Civile de Moyens? L'exercice à frais communs, c'est très, très courant chez les généralistes. C'est un contrat, une indivision où on répartit un certain nombre de frais. Le GIE, ça c'est plutôt adapté pour les plateaux techniques. Alors ça c'est pour je dirais l'exercice, enfin le partage des moyens, mais aussi le partage des honoraires. On peut travailler en groupe et partager les honoraires. Quoi qu'on fasse comme honoraires, on les partage avec ses confrères, soit avec une clé de répartition, soit un partage égal entre médecins. Alors les honoraires communs, il y a le contrat d'exercice, qui est une indivision. La CEL, donc la CELARL, c'est une société commerciale, et la SCP, Société Civile Professionnelle. Et il y a les deux dernières qui sont, je dirais que je vais juste vous en parler, donc la CISA, Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires, donc pour les maisons médicales, et je dirais une toute nouvelle structure dont les décrets ne sont pas tous encore parus, dont la SPFPL. Ça, je dirais, c'est une structure que j'appellerais moi capitalistique. C'est nouveau, c'est pas rentré dans les mœurs, et je dirais, on va voir se développer ce type de structure, je pense, dans les 10 années à venir. Si on parle de la CEL, qui a été créée en 1991, aujourd'hui c'est quelque chose qui était très novateur à l'époque, aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs. Alors, commençons par le regroupement de moyens. Vous avez trois typologies. Alors, dans le regroupement de moyens, vous êtes en exercice individuel, c'est-à-dire que vous touchez vos honoraires, vous payez vos charges, et il vous reste un résultat net. Donc, il y a je dirais, le contrat de moyens, l'exercice à frais communs, c'est une indivision. Il y a des avantages et des inconvénients. Puis, le mode le plus courant quand on veut être garder ses honoraires, mais partager les moyens, c'est la société civile de moyens. Et après, le plateau technique, groupement d'intérêt économique. Généralement, le GIE, c'est utilisé dans les cliniques, quand on a un plateau technique lourd, et la clinique participe au financement. Radiologie, par exemple. Alors, le petit plus ici, c'est que la SCM, c'est très souple. C'est assez facile, je dirais, au niveau pour rentrer et pour sortir. Le fonctionnement est régi par des statuts, généralement par un règlement intérieur en plus. Les statuts, c'est du juridique, comment partage les frais, comment on s'associe, comment on se désassocie, comment on paye les frais. Et généralement, en plus donc, des statuts, il y a le règlement intérieur. Alors le règlement intérieur, qu'est-ce que c'est? Tout bêtement, comment on organise les gardes, comment on reçoit les patients, comment on fait les astreintes. Donc c'est deux contrats qui sont l'un à côté de l'autre. Alors, ici, vous avez un grand tableau où il faut retenir deux choses. Que vous soyez en exercice individuel sous forme entreprise individuelle, EIRL, CELARL unipersonnel, CELAS, vous avez, et là on rentre dans le cœur du débat, deux régimes fiscaux. Vous avez un régime impôt sur le revenu, ça veut dire de l'argent rentre, donc les recettes, l'argent sort, les charges, il reste un solde, et ce solde est soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Ou vous avez le régime impôt sur les sociétés, donc là on met votre activité dans une boîte qui est fiscalisée, et vous payez de l'impôt sur les sociétés. Je reviendrai sur ces notions un peu plus tard.
Dans l'exercice sous forme de groupe, SCP, CELARL, CELAFA, CELAS, c'est le cas. Les deux premières sont les plus courantes. Hein. La SCP, généralement, c'est une société qui est transparente, c'est-à-dire que selon ce qui rentre, moins ce qui sort, ben, vous êtes assujetti à l'impôt, après partage entre les associés. CELARL, c'est une boîte. Donc là, vous avez un régime qui est un régime de salariés. Régime, hein, je parle d'un régime fiscal et pas un régime de salariés comme vous le seriez, je dirais, actuellement à l'hôpital où vous avez une fiche de paye. C'est un régime fiscal et social. Alors, quand vous êtes dans une selle, vous avez deux grands types de revenus. Vous avez ce qu'on appelle le salaire de gérance. Quand vous êtes dans une selle, vous êtes médecin, donc responsable de vos actes, et donc vous êtes obligatoirement gérant de cette structure. Donc plusieurs médecins, des co-gérants. Vous êtes imposé comme un salarié. Donc vous touchez 100 000, vous avez un abattement de 10%, comme n'importe quel salarié. Alors, je dirais, cet abattement, ce qu'on appelle la déduction forfaitaire, elle est plafonnée. Hein. Donc vous gagnez 200 000, vous êtes plafonné à 12 000 €. Cette structure, qui est une boîte, je l'ai dit, elle vous verse un salaire, hein, mais dans cette boîte aussi, comme toute entreprise commerciale, elle peut vous verser aussi des dividendes. Alors, il y a eu dans l'utilisation de la selle au niveau fiscal quelques abus qui ont été réprimés par la loi il y a 2-3 ans. Notamment, vous connaissez peut-être tous la CARMF, hein, qui est votre caisse de retraite des médecins. Et il y a quelques années, dans les années 2000, qu'est-ce qu'on faisait? Généralement, on ne versait pas un salaire, hein, on versait des dividendes. Pourquoi? Les salaires sont sujetés à des cotisations sociales, les dividendes, non. Donc la CARMF a réagi, hein, il y a une chute très importante des cotisations au niveau de la CARMF, et ça finit par une loi qui dit aujourd'hui les dividendes sont assujettis à des cotisations sociales. Sauf cas particulier, on a un petit pourcentage qui est assujetti au régime des dividendes. Ce qui était une optimisation à l'époque n'en est plus une aujourd'hui et c'est quasiment plus utilisé. Alors, je dirais, point important, quand vous allez vous installer, il va falloir choisir. Et évidemment, il faut savoir qu'il existe différents régimes. Une société à l'IS, quel est l'intérêt? Alors, je dirais, on va commencer par les inconvénients. C'est plus complexe à gérer. La comptabilité est tout à fait différente. Il y a plus d'obligations légales. Nous sommes dans une société. Hein. Donc, s'il y a plus de comptabilité, il y a plus d'obligations, évidemment, le coût comptable est plus élevé. C'est souvent pas indiqué en cas de création. Hein. Je vous dirai pourquoi avec les avantages après. C'est une comptabilité de ce qu'on appelle de l'engagement. Alors, un médecin, généralement, il touche des recettes, moins les charges, et il est fiscalisé sur le net. C'est-à-dire que vous savez que vous avez des régularisations de cotisations sociales, notamment qui sont très lourdes, la deuxième et troisième année d'exercice. Dans la société à l'IS, on peut les provisionner, c'est ce qu'on appelle une comptabilité d'engagement. Vous avez une secrétaire, les charges sociales se payent, le 4e trimestre notamment se paye de l'année suivante, on peut l'approvisionner, donc la déduire de son résultat fiscal. La CELARL est soumise au Code du commerce, notamment un élément important, c'est-à-dire qu'on est soumis à l'abus de biens sociaux. On prend trop d'argent de cette caisse, c'est du pénal. Une CELARL, pour en sortir, c'est difficile. On peut en sortir on peut avoir un pacte d'associés qui réglemente la CELARL. Donc ça, c'est très technique. Un expert comptable, un avocat pourra, je dirais, au moment venu, vous parler de cet élément. On a une fiscalité moins avantageuse pour les véhicules. Et quand on achète des parts de CELARL, donc quand on rachète pour s'associer des parts de CELARL, les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles. Alors j'ai indiqué sauf exception. Mais cette exception, généralement, un médecin gagne, je vous l'ai dit, un revenu élevé. Donc il achète des parts de CELARL, c'est un montant élevé. Et donc ces intérêts sont partiellement déductibles. Moi je dirais même quasiment jamais déductibles. Alors les avantages, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la fiscalité, ça devient de plus en plus relatif. Par contre, c'est intéressant lors d'une association, lorsqu'il y a une acquisition importante de matériel,
un plateau technique lourd, des radiologues par exemple. Aujourd'hui, la plupart des radiologues sont CELARL. On dit, si la situation économique du médecin est donc revenu élevé, que la CELARL peut réduire les coûts, de moins en moins vrai. Par contre, en cas d'acquisition, vous êtes seul, vous rachetez une patientèle, notamment chez un spécialiste, mais admettons 200 000 €, la CELARL est tout à fait adaptée, parce que quand vous faites un emprunt, les intérêts sont déductibles, mais pas le capital. Donc imaginez, vous faites un emprunt de 200 000 € sur 5 à 7 ans, c'est les durées normales, vous allez devoir gagner 200 000 €, mais vous ne pouvez pas déduire vos 200 000 €. Donc vous êtes fiscalisé sur l'argent que vous ne toucherez pas. Là, la CEL est tout à fait adaptée. Et à manipuler avec précaution, quand vous achetez de l'immobilier, quand vous installez, vous allez peut-être acheter votre cabinet, eh bien, on peut utiliser la CEL comme un vecteur défiscalisant, notamment en défiscalisant l'immobilier dans cette structure. Donc là, c'est important, quand on parle de défiscalisation, ça veut dire aussi des revenus nets plus importants pour vous. Alors, on va parler, je dirais, du commun, puisque la plupart, quand même, aujourd'hui, la plupart des médecins sont encore dans un régime de gestion individuelle, donc soit dans leur cabinet, soit via une SCM. Alors, point important, très important pour vous tous, vous posez déjà les questions. Quand vous installez, comment ça marche? Je vous dis tout à l'heure, vous êtes souvent remplaçant au début, vous faites des petits remplacements, donc des petits revenus. Quand on s'installe, généralement, la première année, on a des revenus inférieurs à 32 900 €, donc on peut être dans un régime très simple, qui est un régime de micro BNC. Si vous êtes au-delà, on passe en déclaration, ce qu'on appelle en réel, déclaration contrôlée. Peut-être que vous avez entendu parler de la 2035. Donc, généralement, il faut se faire accompagner par un spécialiste. Alors, le régime micro est adapté pour les remplaçants. Sitôt qu'on est en exercice, on ne peut plus se satisfaire de ce régime, et de toute façon, on a plus de 32 000 €, non pas de revenus, mais de recettes. On parle de recettes. Obligation, enfin, quand on est obligation, on le redira, sitôt que vous installez, la première chose qu'il faut faire, c'est adhérer à une association agréée. Si vous ne le faites pas, vos revenus sont majorés de 25%. Donc imaginez, vous installez, la première année, vous faites 60, 100 000 €, vous allez être taxé sur une base de 100 000 sur 125 000 €. Cette simple formalité, vous l'oubliez, ça vous coûte très très cher. Et on ne peut pas revenir en arrière, impossible. Alors, j'ai l'impression. Quand on s'installe dans un compte de résultats, donc dans la gestion de votre budget, il y a plusieurs niveaux de charge. Alors dans les niveaux de charge, qu'est-ce qu'on peut identifier? Qu'est-ce qui coûte le plus lourd dans un cabinet? Le premier poste, le plus lourd pour vous, c'est les cotisations sociales. Alors les cotisations sociales, c'est environ, quand vous êtes en secteur 1, que vous avez des revenus, en moyenne, c'est 22%. Quand vous êtes en secteur 2, que vous avez des revenus en dessous de 100 000 €, on est à 45%, donc c'est un poste extrêmement élevé. Donc j'ai choisi d'en parler. On a d'autres, on verra après le financement, qui est un poste lourd aussi pour vous. Et on a exclu de parler de la masse salariale. Vous avez une secrétaire, coût important, enfin secrétaire ou manipulatrice, ou je dirais une infirmière, enfin bon, différents salariés médicaux, paramédicaux. Et je ne parlerai pas non plus du coût de l'immobilier, donc de la location. Alors, en cotisation sociale, les cotisations sont obligatoires. Qu'est-ce que c'est que les cotisations obligatoires? Alors, vous cotisez dans 3 régimes différents, pour tout le monde. C'est vrai en secteur 1, c'est vrai en secteur 2. L'URSSAF, donc en l'URSSAF, vous payez des cotisations allocation familiale, CSG, ça ne vous rapporte rien. Vous cotisez, ça finance la CPAM. Vous payez la maladie, donc ça, vous êtes en maladie, vous avez, comme les salariés, vous avez des remboursements maladie, très faibles. Donc vous cotisez en maladie soit l'URSSAF pour un secteur 1, soit RSI pour un secteur 2. Et vous cotisez tous, secteur 1 ou secteur 2, à la CARMF. Donc c'est la caisse de retraite obligatoire qui
adapté aux médecins, enfin, obligatoire pour les médecins. Comment sont calculées les cotisations sociales? Alors les cotisations sociales, c'est vraiment un vrai piège, hein, c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler. Hein. C'est assis sur votre revenu. Mais quand je dis assis sur le revenu, il faut connaître votre revenu avant de payer des cotisations sociales. C'est-à-dire que la première année, hein, évidemment, les différentes caisses, les 3 caisses que l'on a citées, hein, ne connaissent pas votre revenu. C'est-à-dire qu'on appelle les cotisations dites provisionnelles, sur des revenus qui sont très faibles, hein, puisque la première année, la base, c'est 7 500 € annuels, hein, je ne parle pas au mois. La deuxième année, c'est autour de 12 000 €. Donc quand vous avez gagné 100 000 € la première année, je ne vous dis pas la régule de cotisation que vous avez. Donc là, l'expert, je dirais, qui vous accompagne, la première chose qu'il doit vous faire, c'est un prévisionnel de cotisation sociale. Alors, les cotisations sont payées sur quoi? Sur votre revenu net. Donc soit pour un BNC, hein, c'est ce qui reste en bas à 2035, c'est-à-dire vos recettes moins vos charges déductibles. Pour un gérant de CELARL, c'est son revenu comme un salarié, donc le revenu que la société lui attribue. Et on ajoute au revenu net les cotisations sociales facultatives. Je vous en parlerai dans les diapos suivantes. La CSG. Alors la CSG, c'est pire que tout, c'est le pire des impôts, puisque la CSG, non seulement vous la payez sur vos revenus nets, mais en plus, à vos revenus nets, on ajoute un certain nombre de choses, notamment vos cotisations personnelles. Donc quand vous payez des cotisations à l'URSSAF, à la CARMF, aux caisses maladie, hein, on les rajoute à votre revenu, et vous payez de la CSG sur l'ensemble. Si vous avez un PE ou un PERCO, qui sont donc des compléments de revenus et des compléments retraite, vous payez aussi la CSG dessus. Point important, parce qu'on le voit souvent sur des forums, sur Internet, hein, qu'aujourd'hui, les cotisations, notamment en retraite, ce serait plus obligatoire en vertu, je dirais, de lois européennes, et que chacun a le choix de sa caisse et qu'on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas vrai. Les cotisations, la CARMF est un régime obligatoire, national. On ne peut pas dire je cotise en Belgique, je cotise en Allemagne, donc je ne paye pas ma CARMF. Ça, il faut le savoir. Hein. Il y a beaucoup de jeunes médecins qui me posent la question. Ah ben non, moi j'entends dire qu'on peut ne pas cotiser à la CARMF. Non, c'est obligatoire. Spécificité des médecins, secteur 1. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous êtes en secteur 1, donc vous appliquez les tarifs ancienneté 2A, donc les tarifs de la sécurité sociale, ou que vous êtes secteur 2, mais que vous adhérez au contrat d'accès aux soins, qui est toujours pour le moment ouvert, hein, je ne sais pas quand, normalement il devrait déjà être fermé, mais pour le moment il existe toujours, vous avez des cotisations sociales qui sont prises en charge par la CPAM. Quelles sont les cotisations sociales qui sont prises en charge? Donc sur votre activité conventionnée, vous avez les allocations familiales, 5% qui est pris en charge par la CPAM. Vous avez la maladie, 9,70, vous voyez, on est déjà quasiment à 15%. Et un montant forfaitaire au niveau de la CARMF, 3 000 €. Donc vous avez quasiment 15% de votre revenu qui est pris en charge par la CPAM, sans plafond, il faut le savoir. Alors, pour vous donner une idée du piège des cotisations sociales, donc on parlait de budget, de bien gérer son budget, quand on commence, c'est sympa, notamment quand on s'associe dans un cabinet qui est connu, c'est que son planning est tout de suite rempli et l'argent rentre très très vite. On se dit c'est sympa, je fais du 10 000 € par mois net, et puis en cotisation sociale, vous voyez ce qui est indiqué sur le tableau, c'est que la première année, vous payez en CARMF par exemple 3 000 € la première année, 3 000 € la deuxième année, puis après ça se corse, 16 000 €. 6 000 € pour un secteur 2, 6 000 € quasiment aussi pour un secteur en deuxième année, puis la troisième année, 20 000 €. Ça, c'est les cotisations provisionnelles. Mais quand vous avez payé en CARMF 3 000 € la première année, ou en URSSAF, c'est des montants dérisoires, c'est 2-3 000 €, vous avez les régules. Et les régules, c'est ce que je vous dis là, en URSSAF, c'est l'année suivante, c'est 9 700 € pour un revenu à 100 000, 4 500 en CARMF, et c'est encore pire pour un secteur 2. Donc il faut mettre de l'argent de côté et il faut le budgéter. Moi, ce que je préconise, on parle de cotisation sociale, mais aussi l'impôt sur le revenu. Ce que je préconise, première année, ce que vous rentrez, moi, j'irai vos dépenses, paiement de la secrétaire, paiement des frais de la SCM. Donc le net que vous touchez tous les mois, vous en mettez 50% de côté. Ça peut vous paraître énorme. Vous gagnez 200 000 € net dans l'année, ça veut dire que vous avez sur votre compte épargne à la fin de l'année 100 000 €. Beaucoup de jeunes praticiens me disent, mais qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Je dis, vous en faites pas. L'année prochaine, vous allez payer des impôts.
Et les gens n'y croient pas, hein. Souvent ils n'y croient pas, ils disent mais comment c'est possible de payer des sommes aussi importantes? Ben, c'est vrai, hein, on paye vraiment des sommes aussi importantes. Et si on ne les a pas, ça veut dire qu'il faut emprunter. Donc on a emprunté pour acheter des parts de Cellar, ou qu'on a emprunté pour acheter du matériel, et qu'au bout de la première année, la deuxième année, il faut refaire un emprunt pour payer ses cotisations et ses impôts, c'est pas très sympa. Il faut vendre sa voiture. Bon. La deuxième année, moi je préconise un tiers. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus doux. Pourquoi? Parce que tout simplement, en deuxième année, vous avez déduit notamment vos cotisations sociales. Donc votre revenu, il est déjà un petit peu plus faible. Donc voilà pour l'obligatoire. Cet obligatoire, je dirais, ne vous couvre, c'est cher, vous avez vu, hein, vous avez vu les tarifs, c'est cher, mais ça ne vous couvre pas beaucoup. Quand vous installez, il faut aller voir un assureur pour prendre ce qu'on appelle des contrats de cotisation facultative. Parce que l'obligatoire, il vous couvre uniquement en remboursement maladie, hein. C'est-à-dire même pour un médecin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que généralement les actes, quand vous allez voir un confrère, c'est gratuit. Donc la maladie, généralement, ça ne vous coûte pas grand-chose. La retraite, pour vous donner une idée, quand vous êtes en carme, vous cotisez toute votre vie, vous gagnez, on va dire, 200 000 €. Votre retraite, c'est environ 36 000 par an, hein, pas par mois. Donc, je dirais le régime de base est largement insuffisant. Il faut mettre de l'argent de côté. Et la prévoyance. Je vais vous parler de la prévoyance. Parce que quand vous êtes salarié, vous êtes malade, c'est sympa, la caisse vous paye des indemnités journalières, pas tout votre salaire, mais une partie. Quand vous êtes libéral, personne ne vous paye rien. La CARM vous paye un petit quelque chose en incapacité, mais c'est vraiment pas grand-chose. De tête, 17 000 €, je crois, le plafond annuel, hein, et toujours pas par mois, annuel. Donc il faut prendre des couvertures supplémentaires. Le plus important, c'est pas forcément la retraite, mais c'est la prévoyance. La prévoyance, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat qui vous couvre l'incapacité, l'invalidité et la perte d'exploitation. Pour moi, c'est obligatoire. Vous commencez, vous signez un contrat de prévoyance. Pourquoi? Vous êtes seul, vous êtes en couple, vous avez des enfants. Vous commencez à bosser 1 an, 2 ans, vous avez des revenus sympathiques. Hein. Puis la troisième année, vous avez un pépin de ski. Vous cassez le bassin, vous cassez colonne vertébrale, vous ne pouvez plus travailler. Hein. Donc toute votre vie, hein, si vous n'avez pas pris de prévoyance, je dirais que vous vous retrouvez dans une situation catastrophique. Vous, votre famille, vos enfants. Donc ça, c'est imparable. Donc là, je vais un peu loin. Là, c'est vraiment l'invalidité. Il faut penser à l'incapacité. Hein. Tout bêtement, je reprends le ski, parce que c'est le plus courant. Hein. C'est ce que je vois le plus courant. Hein. Vous êtes chirurgien, vous allez au ski, vous vous cassez le bras. Il faut un certain temps pour s'en remettre. Hein. Personne au cabinet pour travailler. Vous manque des revenus. Couverture d'assurance. Donc en perte d'exploitation. Perte d'exploitation plus couverture de vos revenus. Je parlais de la mutuelle. Bon, la mutuelle, je dirais pour les professions médecins, la mutuelle, qu'est-ce que c'est? C'est une complémentaire. Hein. Donc, quand vous le savez mieux que tout le monde, hein, quand vous allez chez le médecin, vous avez une partie qui est couverte, une partie qui est non couverte, notamment les dépassements. Les mutuelles prennent en charge la différence. La pharmacie, c'est vrai pour tous les actes médicaux. Et on parlait de la retraite. On parle souvent de contrat Madelin, donc la retraite est insuffisante, hein, si vous regardez votre niveau de vie. Hein. Donc le contrat Madelin n'est pas le seul complément pour la retraite, c'est un complément dans la diversification du patrimoine, mais il faut y aller. Alors, pas forcément la première année, pas forcément la deuxième année, mais après, je dirais, il faut prendre un contrat de retraite complémentaire. Alors, on n'est pas obligé de prendre des sommes astronomiques. Le patrimoine, il faut le diversifier. C'est un élément de diversification. Ça permet d'obtenir une rente complémentaire à la CARF en fin de carrière. Après, le patrimoine, je dirais, il faut le diversifier. Il faut prendre des contrats d'assurance vie, il faut prendre de l'immobilier. Je dirais que vous avez différents investissements à faire tout au long de votre carrière. L'intérêt des contrats, donc de ces différents contrats, c'est que les cotisations sont déductibles, avec un certain nombre de plafonds, hein, mais sont déductibles de vos revenus. C'est-à-dire que quand vous cotisez à la retraite, le fisc vous le ristourne, puisque vous ne payez pas d'impôt sur vos cotisations. Plafond retraite, environ 20-25 000 € par an que vous pouvez faire en retraite. Bon, moi, je ne le conseille pas, je trouve que c'est trop élevé en termes d'argent mis de côté sous forme de rente, hein, puisqu'on a une sortie en rente, hein, mais il faut mettre quelque chose de côté. Bon, là, c'est subventionné par l'administration fiscale. Hein.
Alors, il faut penser aussi au capital décès. Il vous arrive un pépin, il faut que vos familles soient couvertes. Notamment, je vous parlais de grosses régularisations en termes d'impôts. Si vous n'avez pas l'argent pour payer, si votre famille n'a pas l'argent pour payer l'impôt, il faut un capital décès. Au moins, moi je préconise au moins deux ans de revenus en capital décès. On est sur la fiscalité de l'assurance. En cas de pépin, on a pu déduire les cotisations sociales. Par contre, elles sont fiscalisées quand on les touche. Alors, maintenant, on va parler d'investissement. On a parlé des cotisations sociales. Ça, c'est le plus gros poste en termes de dépenses. Maintenant, quand vous installez, il y a des coûts d'installation. Donc, vous êtes qui sont plus ou moins élevés selon si vous êtes généraliste ou spécialiste. Vous êtes radiologue, vous voulez créer un plateau technique, on parle en millions d'euros. Vous êtes cardiologue, vous installez, il faut un échographe, c'est 50 000 euros un échographe. Donc il faut investir, donc il faut faire appel soit aux banques, soit éventuellement l'autofinancement. Alors l'autofinancement, qu'est-ce que c'est ? C'est votre épargne personnelle. Donc vous dites, voilà, moi j'ai les moyens, j'ai mis l'argent de côté tout au long de ma vie, ou mes parents ont les moyens, ils sont très contents que je m'installe. Il faut un cadeau d'installation, il faut une donation lorsque je m'installe. L'autofinancement, ce n'est pas forcément un moyen de financer son activité. Vous avez un exemple ici, un emprunt aujourd'hui, 2,5, qui est déjà presque un taux élevé pour les médecins. Chez un client qui a eu la semaine dernière du 0,70 sur 5 ans, par exemple, en termes de prêt, mieux vaut garder votre argent sur une assurance vie et de faire un emprunt. Parce qu'un emprunt, en plus, les intérêts, pas le capital, mais les intérêts sont déductibles. Donc ne faites jamais appel à l'autofinancement. Il y a d'autres moyens aussi d'acheter du matériel, c'est le crédit bail ou leasing. Alors qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est un mode de financement alternatif qui est souvent préconisé par les constructeurs. Vous achetez du matériel General Electric, pour les citer, ils ont une banque, et ils vous disent venez chez moi, je vous fais le leasing. Le leasing, je dirais, ça peut être intéressant. Notamment quand on change rapidement de matériel. Le constructeur vous reprend votre matériel, vous en remet un autre, et je dirais vous payez au fur et à mesure de l'utilisation, enfin des redevances au fur et à mesure de l'utilisation. On peut avoir le crédit bail, ça peut être aussi un élément défiscalisant. Quand on est en activité individuelle, notamment quand on achète une voiture, on peut faire sur ce crédit bail une déduction exceptionnelle la première année. Vous achetez un véhicule, alors un véhicule, c'est le fisc nous plafonne malheureusement la valeur d'acquisition d'un véhicule. Un véhicule, c'est plafonné à 18 000 euros l'acquisition. Et c'est vrai en crédit bail aussi. Un véhicule, quand vous l'achetez, vous pouvez le déduire sur 5 ans s'il est neuf. Donc 18 000 divisé par 5. Quand vous l'achetez en crédit bail, vous pouvez faire ce qu'on appelle un surloyer la première année. Et notamment, c'est intéressant la première année quand on s'installe, puisqu'on a beaucoup de revenus, puisque peu de cotisations sociales, et faire un surloyer. Attention, ce surloyer ne doit pas être... l'administration le tolère, l'accepte, c'est pas le tolère, elle l'accepte, à condition qu'il soit représentatif d'une dépréciation normale du matériel. Un véhicule, en réalité, vous savez qu'au bout d'un an, il perd plus de valeur sur la première année que sur le reste du temps. Donc c'est un élément défiscalisant, le crédit bail, notamment pour les véhicules. Et le plus courant, on finit par le plus courant, c'est le crédit. Alors 3 types de crédits. Celui qu'il faut éviter, c'est le crédit court terme, le découvert. Normalement, vous ne devriez pas avoir de découvert. Ce n'est pas un mode de financement, ça coûte cher. En plus, si le découvert est lié à votre prise de revenus, si vous prenez trop d'argent, plus d'argent que vous en gagnez, les intérêts ne sont pas déductibles. Les emprunts à long terme. Alors les emprunts à long terme, c'est le plus classique. Quand on dit long terme, c'est long ou moyen terme. Vous achetez du matériel, vous faites un prêt de 5 ans, vous achetez une patientèle, un prêt de 7 ans, vous achetez de l'immobilier, un prêt de 15 ans. C'est à peu près les normes aujourd'hui. Et il y a le prêt qui est très peu utilisé en ce moment. J'aurais dit en 2005, il faut faire du crédit in fine, notamment pour l'acquisition de l'immobilier. Aujourd'hui, les taux sont tellement bas qu'on ne sait plus pour le moment. Ça reviendra peut-être, mais en tout cas plus pour le moment. Les taux d'intérêt, attention piège, le banquier vous reçoit, il aime bien les médecins, vous avez des taux toujours super sympas, il propose un taux. Si on n'est pas averti, taux fixe, taux variable. Actuellement, évidemment, il ne faut pas prendre de taux variable, les taux sont tellement bas qu'il faut prendre un fixe, puisqu'ils ne peuvent que remonter.
Quand on vous donne un taux, on vous dit, ben voilà, vous faites un emprunt sur 7 ans, on vous donne 1,7. Vous êtes très content. En réalité, ce 1,7, c'est le taux d'intérêt. Donc, en dehors de ce taux d'intérêt, il y a d'autres choses, d'autres composantes de l'emprunt, qui sont l'assurance. Alors, prenez des délégations d'assurance. Vous avez, je dirais, vous avez des assurances spécifiques pour vos métiers, qui sont beaucoup moins chères et beaucoup plus protectrices surtout. C'est pas moins cher, c'est surtout protectrice. Pourquoi ? Quand vous prenez l'assurance bancaire, vous avez ce qu'on appelle, vous devez le savoir, un barème fonctionnel, un barème de la Sécu. Et quand vous êtes chirurgien, que vous perdez un pouce, n'importe quel particulier qui perd un pouce, ben, l'infirmité, elle est faible. Vous êtes chirurgien, vous avez un pouce en moins, vous ne pouvez plus travailler. Donc c'est ce qu'on appelle un barème professionnel. Les compagnies d'assurance pour les médecins proposent des barèmes professionnels. Donc adaptés à vos métiers. Vous êtes radiologue, vous perdez un œil, votre taux d'infirmité est bas, mais en barème professionnel, on a un barème qui est élevé. Et dernière chose, quand vous faites un emprunt, on vous demande souvent des garanties. La seule garantie qu'on peut exiger à un médecin lorsqu'il s'installe, pour moi, peut-être pas pour le banquier, mais en tout cas pour moi, c'est votre caution personnelle. La vôtre, pas celle de madame, pas celle de vos parents, pas celle de vos frères et sœurs, simplement la vôtre. Il n'a pas besoin d'exiger pour vous que vous mettiez un contrat d'assurance vie ou un autre bien en cautionnement, ce n'est pas la peine. Alors, gestion, outils pratiques. Alors, on va parler de... Maintenant qu'on a vu deux composantes du compte de résultat, comment se constitue votre revenu net ? Aujourd'hui, pour ceux qui sont salariés, en tout cas, votre revenu, c'est facile, c'est la fiche de paye. Demain, votre revenu net, c'est difficile à le prévoir, puisque c'est déjà d'un côté vos recettes, donc c'est vos actes, il faut la cotation, il faut le nombre de jours où vous exercez. Donc plus vous exercez de nombre de jours dans la semaine, évidemment, plus vous rentrez de recettes. De ces recettes, on déduit quoi ? Vos charges de structure. Donc, par exemple, ce que vous payez une SCM, vos investissements, vos prêts, vos charges de personnel, donc la secrétaire, la manipulatrice, votre personnel, le coût de l'immobilier, soit un emprunt, soit le loyer, et vos cotisations sociales. Alors, j'ai ici vous présenter un compte de résultats. Donc c'est un outil qu'on vous mettra à disposition, il y en aura d'autres. Dans ce compte de résultats, donc vous avez comment se découpe votre activité. Donc vos recettes, selon que vous êtes secteur 1, secteur 2, déjà, voilà, merci. La typologie de recettes, évidemment, quand vous êtes secteur 2, vous pouvez faire des dépassements d'honoraires, donc encaisser plus de recettes, mais vous voyez les taux qui sont en bas du tableau, les taux ne sont pas les mêmes. Donc sur l'exemple qui est ici, vous voyez que le total des cotisations pour un revenu à 40 000 euros, selon qu'on soit... Vous pouvez descendre un tout petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez, pour un revenu net de 48 000 euros, les cotisations, c'est 15 ou 23 000 euros. Après, j'ai aujourd'hui beaucoup de questions, notamment via le contrat d'accès aux soins. Les jeunes praticiens me disent, doit-on le signer, ne doit-on pas le signer, que doit-on faire? Ou les secteurs 1 qui ne peuvent plus aller en secteur 2, doit-on faire du dépassement? Parce que si on fait du dépassement dans le cadre du contrat d'accès aux soins, on passe sur un coût secteur 2. Alors, c'est un calcul à faire, parce que ce n'est pas parce qu'on paye plus de cotisations sociales que c'est moins rentable. Ça, c'est un calcul que l'expert comptable doit faire. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes disent on ne sait pas ce que la Sécu nous réserve. Doit-on s'installer en secteur 1? Doit-on s'installer en secteur 2? Difficile à répondre. En tout cas, moi, ce que je peux vous répondre, c'est que je peux vous calculer le coût. Pour beaucoup de médecins, c'est vite vu le secteur 2. Alors, effectivement, c'est vite vu. Ouais, les spécialistes, notamment les chirurgiens... Alors, bien sûr, il faut rentrer dans... Je n'ai pas précisé, mais il faut... C'est très peu de médecins par rapport à l'ensemble des médecins. Voilà, il faut rentrer évidemment dans le cadre.
Et évidemment, pour être secteur 2, il faut rentrer dans les conditions du secteur 2. Hein. Bon, moi, je suis un petit peu déformé parce que je vois beaucoup de spécialistes, donc effectivement de jeunes médecins qui peuvent adhérer au secteur 2. Hein. Et souvent, aujourd'hui, ils disent, on voudrait adhérer au secteur 2. Hein. On rentre ça pose des fois des difficultés quand on rentre dans des groupes d'anciens qui sont, eux, en secteur 1. Ça peut créer quelques tensions. Mais aujourd'hui, on peut rentrer en secteur 2 hein, tout en cotisant en secteur 1. Je m'explique. Hein. Ça va peut-être pas rester longtemps, mais pour le moment, vous pouvez rentrer en secteur 2, signer un contrat d'accès aux soins, ne pas faire de dépassement d'honoraires hein, et payer des cotisations donc sur la base que vous avez là, donc à hauteur de 15 000 €, par exemple. Si vous pouvez remonter, s'il vous plaît, dans le compte de résultats. Oui. Oui, j'ai presque... Moi, non, 5 minutes. Pour moi, 5 minutes, c'est bon. Alors, ce que je voulais rajouter sur ce compte de résultats, et au niveau des cotisations, toujours, si vous pouvez encore monter, s'il vous plaît, vous n'y arrivez pas, à droite. Ça fait, dans les recettes, vous avez deux typologies de recettes. Vous avez, si vous êtes en secteur 1, vous avez les recettes d'activité, mais vous avez d'autres types de recettes. Vous pouvez avoir des recettes d'expertise. Bon, je dirais pour les plus jeunes, on ne fait pas tout de suite des expertises judiciaires, par exemple, ou des expertises pour les assurances. On peut avoir des recettes de recherche. Donc tout ça, on cotise en équivalent secteur 2 dessus. Et je vais m'arrêter là-dessus. Si vous pouvez repasser sur le diaporama. Alors, votre compte de résultat, enfin votre revenu net, c'est recettes, moins les dépenses déductibles, donc ce qui vous donne droit, c'est ce qui donne un excédent, une insuffisance, jamais vu une insuffisance chez les médecins, jamais de déficit, ça n'existe pas. J'espère que j'en verrai jamais d'ailleurs. Et ce net, il est soumis à l'impôt sur le revenu, donc au barème. Le barème aujourd'hui, le nouveau qui est en train d'être voté, c'est 0% jusqu'à 9 000 €, 14% jusqu'à 26 000, 26 à 77, 30%, au-delà de 77, 41, au-delà de 151, on est à 45. Donc vous voyez, quand vous gagnez 200 000 €, il faut mettre de l'argent de côté. Bon, on va parler des revenus nets après. On vous proposera sur le site différents outils de gestion donc qui sont sous forme de tableau Excel. Ça ne remplace pas le spécialiste. Donc là, ils seront à disposition. Et je vais vous parler brièvement du rôle du professionnel, donc l'expert comptable et l'association agréée. À quoi sert l'expert comptable ? À la création, on permet de choisir le type de structure, selon comment vous voulez vous installer. On vous aide au niveau du choix du conventionnement, secteur 1, secteur 2, contrat d'accès aux soins. On accompagne les praticiens hospitaliers qui ont un statut libéral, donc ils font une activité libérale à l'hôpital. On met en place avec l'assureur, parce qu'évidemment c'est pas nous qui le faisons, la protection sociale obligatoire et complémentaire. On fait tout ce qui permet les immatriculations au niveau de l'ordre, au niveau des organismes fiscaux, au niveau des caisses. On vous aide au niveau de la banque, on vous fait votre prévisionnel d'installation. On vous fait ce qui est important, le prévisionnel de trésorerie sur les 3 premières années d'activité. Et on est l'interface avec le centre de gestion. Au quotidien, on fait, je dirais, tout ce qui est comptabilité, déclaration fiscale, éventuellement une mise en place de tableaux de bord, des suivis, notamment en lien avec le logiciel, enfin le site Amélie de la CPM. On fait des prévisionnels fiscaux, prévisionnels de cotisation sociale. On vous aide au niveau de la protection sociale. Si vous avez une secrétaire, on fait les bulletins de paye, on fait toutes les déclarations sociales qui vont avec, contrat d'embauche, licenciement, fin de contrat, départ à la retraite, optimisation de la masse salariale, PE, PERCO, intéressement. Lors d'une association, on vous aide à valoriser les parts, à rédiger les statuts, à faire des actes juridiques ou avec l'avocat, en partenariat avec l'avocat, et on rédige les assemblées générales dans les sociétés. Et dans votre vie personnelle, et là c'est très important, on est surtout, nous experts comptables, on est face à un être humain, et vous avez l'aspect professionnel, mais vous avez surtout l'aspect personnel. Parce que vous avez des revenus importants, donc vous avez du coup un patrimoine qui peut être important, et il faut qu'on vous aide, notamment sur une déclaration de revenus, ISF peut-être pas tout de suite, optimisation fiscale.
En cas de retraite, évaluation d'un cabinet, aide à la gestion financière, assistante à la gestion d'une SCI si vous voulez acheter de l'immobilier, et bilan patrimonial. Très important, du début à la fin de l'activité. Où est-ce que j'en suis dans mon patrimoine? Est-ce que j'ai suffisamment de patrimoine pour ma retraite? Et pour finir, l'association agréée. Alors l'association agréée, donc c'est pas obligatoire, mais si vous ne le faites pas, vous avez une majoration de 25% de vos revenus. Donc je dirais c'est obligatoire. Il faut le faire. À quoi ça sert? L'association agréée vous fait un dossier de gestion. Elle vous donne des ratios. Donc elle vous donne des ratios par rapport aux autres, entre guillemets, aux autres collègues de la même spécialité. Alors pour vous, c'est pas vrai. Surveillance et prévention des difficultés. Un médecin a rarement de difficultés financières. En tout cas, à titre professionnel. Et les centres de gestion font des formations assez intéressantes. Tous les ans, vous avez des formations sur un certain nombre de sujets qui sont liés à la gestion. Attention, quand vous installez, vous devez adhérer obligatoirement avant le 31 mai de l'année ou dans les 5 mois de l'installation. Ça, il faut vraiment y penser, ne pas oublier ça. Même si vous dites, moi je commence petit, je fais des remplacements, je serai en micro-BNC, non, faut le faire, ça coûte dans les 250 € à l'année. C'est pas une dépense inutile. Et je vous passe la main, on va passer à la réalité des chiffres. Monsieur Charles. Je crois que tous ces rappels n'étaient pas inutiles. Alors sur la réalité des chiffres, en fait, nous travaillons, et je le précise, avec l'association de gestion agréée de Strasbourg. Et donc, d'emblée, il faut savoir que l'association de gestion agréée ne vérifie pas les CELARL. Donc, pour certaines spécialités où la CELARL est devenue vraiment un mode d'installation, comme par exemple la radiologie, nous avons par exemple les chiffres de l'année 2009, mais nous ne les avons plus sur les années suivantes. Donc il ne faut pas s'en étonner. Et d'autre part, pour certaines spécialités comme la radiologie par exemple, il est possible que le revenu que j'affiche soit sous-évalué par rapport au réel, puisque nous n'avons pas une partie des cabinets. Alors voici quels revenus espérés par spécialité en Alsace. Donc vous avez là à peu près, si vous voulez. Donc là, on parle bien effectivement de revenus et donc de résultats nets selon les spécialités. Et vous voyez que si on compare les chiffres en 2006 et en 2012, en dehors de la chirurgie générale, de la neurologie et de la gynécologie obstétrique, il y a plutôt une augmentation sur l'ensemble des spécialités. Et vous voyez que, grosso modo, on est entre 80 et 100 000 € en moyenne. Pour un médecin généraliste, en médecine générale, je ne l'ai pas précisé. Hop, voilà. Médecine générale. Donc, en médecine générale, non. C'est au milieu, donc ce sont les résultats globalement, donc aux alentours de, on va dire, 80 000. Ici, nous avons les sources dont nous avons parlé ce matin, c'est l'ISPL qui, elle, parle non pas du revenu net, mais des recettes. Et on verra que c'est grosso modo, entre les recettes et le résultat net, c'est environ 50%. Donc vous voyez que les résultats sont cohérents puisqu'on a un montant moyen des recettes de 136 352 €. Alors, recette moyenne des omnipraticiens, non. Non, ça, ce sont les recettes. Voilà, ce sont les recettes donc globales, alors que la première diapositive, c'était le résultat réel. Donc, vous voyez que là, par exemple, en médecine générale, on est ici, donc, vous voyez que c'est cohérent avec les chiffres que nous avons au niveau national, issus de l'ISPL. Et ici, vous avez une diapositive qui vous met en exergue, en médecine générale, le ratio entre le résultat fiscal en rouge et les recettes nettes. Vous voyez que c'est grosso modo aux alentours de 50%. Et vous voyez aussi qu'entre 2006 et 2012,
nous sommes plutôt en augmentation. Nous avons voulu mettre sur cette diapositive la situation de la France par rapport aux pays de l'OCDE, où les revenus des médecins sont situés non pas en euros, mais en multiplicateur du salaire moyen du pays. Et vous voyez que si ces revenus sont relativement confortables, ils restent quand même par rapport au reste de l'Europe plutôt inférieurs. Enfin, au reste de l'OCDE. Voilà. Ensuite, carrière hospitalière ou carrière libérale. Nous avons recherché, mais ce n'est pas tellement les attachés temps plein ou les praticiens adjoints contractuels, c'est le tableau des PH titulaires qui est peut-être plus intéressant. Vous voyez que là, on est sur un salaire net d'un praticien temps plein sans exercice libéral. Vous voyez que pour arriver à 6 364 € par mois, il faut quand même attendre une durée de l'ordre de 24 ans. Donc, je pense qu'entre les carrières hospitalières et les carrières libérales, a priori, il y a plutôt un avantage à choisir la carrière libérale sur le plan strictement matériel. Voilà. En fait, du coup, il n'y a plus tellement de temps pour les questions. De toute façon, c'est relativement accablant, comme je vois que avoir les visages, sauf la dernière diapositive, qui est plutôt réconfortante pour ceux qui s'orientent vers le libéral. Là, il y a carrément un avantage. Ce qu'il faut savoir, et vous savez, mais il faut le redire, c'est que tous ces documents seront publiés sur le site, et par conséquent, vous pouvez les consulter à loisir, les courbes, y compris d'ailleurs les outils. Alors les courbes aussi bien de revenus que de démographie, ça peut servir à ceux d'entre vous qui souhaiteraient s'installer. Donc n'hésitez pas à nous contacter à l'Union régionale des médecins libéraux pour que l'on fasse l'étude en fonction de votre cas et de votre projet d'installation. On pourra sans aucun doute vous donner des renseignements personnalisés beaucoup plus pertinents que les renseignements généraux qui sont affichés là. Et sur ce, bon courage.